Donc, je m'appelle Sébastien, je travaille chez AWS depuis 13 ans dans un groupe qui s'appelle Relations avec les développeurs. Donc, je définis souvent mon métier comme planter des petites graines dans le cerveau des développeurs, des développeuses pour qu'ils pensent à nous plus tard quand ils auront besoin, quand vous aurez un besoin, que vous préféreriez AWS plutôt qu'autre chose. C'est un talk que j'ai eu l'occasion de roder pas mal avant de venir ici. Ça fait à peu près 2 ans que je le tourne. Et bizarrement, il est toujours d'actualité, parce que justement, il s'adresse sur les fondamentaux, sur des choses qui ne changent pas trop. Alors évidemment, il y a eu des petites mises à jour. Et même des data scientists super expérimentés me disent parfois, après avoir vu ce talk, « Ah tiens, j'ai trouvé maintenant des analogies pour expliquer mon métier à d'autres. » Donc voilà, peut-être que vous n'allez rien apprendre aujourd'hui, si ce n'est comment expliquer différemment les choses. On va repasser en revue des concepts que vous voyez probablement tous les jours en IA. C'est le fine-tuning, c'est le continued pre-training, le RAG et les agents. En gros, c'est les 4 sujets que je vais aborder ici. Tout a commencé par ce white paper-là. Quelqu'un l'a lu? Non, quand même, ouais. Vous n'allez pas me croire, l'année prochaine, on va fêter les 10 ans de ce truc-là. C'était 2017. Merci, 2017. C'est ça qui a fondé le concept de transformer dans les réseaux neuronaux et qui a donné à l'avènement des large language models, avec un concept que je serais incapable d'expliquer mathématiquement, d'attention justement, qui est plutôt de regarder juste la signification du mot avant et après le mot qu'on regarde, d'élargir un peu la fenêtre et d'aller regarder le contexte plus en amont et plus en aval du texte qu'on analyse aussi. Je parle sous le contrôle des instances académiques de ce côté-là. Quelqu'un sait d'où vient le titre? Attention is all you need, évidemment l'attention. Les Beatles. Et je me suis dit que j'allais faire au moins 2 références à de la musique dans mon talk. Donc ça, c'est la première. All You Need Is Love. Un des auteurs de ce papier qui était chez Google à l'époque, était fan des Beatles. All You Need Is Love. Attention is all you need. Ça, c'est l'architecture d'un transformer dans un réseau neuronal. Et bonne nouvelle, je ne vais pas vous expliquer ce truc-là dans les détails. Ce que vous devez retenir en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, c'est qu'il y a 2 types de large language model. Il y a les encodeurs et les décodeurs. Et ils font des choses différentes, et nous faisons sans le savoir des choses différentes avec eux. D'un côté, on a les encodeurs, de l'autre côté, on a les décodeurs. Les encodeurs, on leur donne du texte, et ils les encodent dans des vecteurs. Si vous vous souvenez du moment où vous étiez à l'école, un vecteur, c'est une suite de chiffres dans un espace à 2 dimensions. Un vecteur, c'est assez facile, un segment de droite. Et là, on est sur des espaces à plusieurs centaines de dimensions, donc on a, nous, humains, un peu de mal à se représenter ce que c'est qu'un vecteur. Et les data scientists n'appellent pas ça des vecteurs, parce qu'ils aiment bien utiliser des mots un peu plus compliqués, on appelle ça des embeddings. C'est un vecteur qui comporte une signification. Ces vecteurs ont un truc magique pour moi. Et je ne suis pas descendu dans le niveau mathématique de ces trucs-là, donc c'est vraiment, pour moi, là on est à la limite de la magie. C'est que si on prend 2 phrases, comme Paris est la capitale de la France, paf, ça nous fait un vecteur. Je mets une autre phrase qui dit la tour Eiffel a été inaugurée en... Oui, mais précisément 1889, oui, exactement. Ça fait un autre vecteur. Et parce que, malgré qu'il n'y ait pas un seul mot commun entre ces 2 phrases, le simple fait que les 2 concepts soient proches sémantiquement l'un de l'autre, la tour Eiffel est à Paris, Paris c'est la capitale de la France, les modèles ont appris par leur entraînement de générer des vecteurs qui sont mathématiquement proches l'un de l'autre. C'est-à-dire dans leur espace vectoriel respectif, ils sont proches l'un de l'autre. Et ça, des ordinateurs savent faire très très bien. Calculer la distance entre 2 vecteurs, c'est du BA, même s'il y a plusieurs milliers de dimensions à un vecteur. Donc ces vecteurs, ils portent de la sémantique, souvenez-vous, on en parlera plus tard quand on parlera de RAG. Puis les décodeurs, c'est les chats GPT et les autres chats que vous connaissez. Eux, ils prédisent le mot suivant. Alors je dis mot pour simplifier, les puristes diront ce sont des tokens, vous avez bien raison, les tokens c'est ce qu'on paye d'ailleurs, et c'est pas exactement un mot, c'est une espèce de syllabe, enfin un groupe de lettres. Donc si je dis Paris est la capitale, il va me dire mon animation s'est déjà faite, de la France, etc. Et ça va continuer comme ça. On attend 3 qualités d'un large language model. Il doit être hash, il doit être helpful, il doit être honnête, et il doit être harmless, ne pas faire de mal. Je m'étais amusé quand j'avais créé ce talk il y a 2 ans à essayer de trouver des exemples de modèles qui n'étaient pas helpful. Il y a 2 ans, c'était très facile, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Pas honnête et pas harmless. Pas helpful, c'est
C'était une version très préliminaire, il y a plus de 2 ans de Mistral. Je disais juste Paris is, sans aucun autre entraînement, contexte, et il me sortait un truc Burning. Alors là, je peux voir d'où ça vient, il y a le roman, le film, etc. In other words, he's extracting the essence of camp, theatricality, etc. Enfin, ça veut rien dire, c'est tous des mots, la phrase a un sens, mais, enfin, a un sens, je dirais, elle est syntaxiquement correcte, grammaticalement aussi, mais elle ne veut absolument rien dire. Ça, c'est un modèle qui, à l'époque, dans le cas, n'est pas helpful. Un modèle qui est malhonnête, j'ai fait la question de vanité, c'était sur Lama, et il me dit who is Sebastian Sommack? Sebastian Sommack is a Belgian artist who creates intricate and imaginative drawings and paintings that blend fantasy. J'aurais aimé être un artiste, comme disait l'autre, c'est de la rêve. Deuxième référence musicale. Notez un truc amusant, la réponse là, c'était un point d'interrogation. Je vous ai dit, les modèles, ils génèrent le prochain token qui est le plus probable. Et donc là, j'avais posé une question sans point d'interrogation. Le prochain token le plus probable, c'est le point d'interrogation. C'est pas une faute de frappe, le truc m'avait vraiment craché ça à l'époque. Il y a quand même des données qui sont juste là-dedans, mais très peu. Comment voler dans un grocery store? Ça devient très difficile aujourd'hui d'avoir un modèle qui répond à cette question-là, parce qu'ils ont été entraînés aussi, et il y a des guardrails pour dire on ne peut rien faire d'illégal, et donc ils vont contourner. Et j'ai encore essayé ce matin en préparant le talk, et si on dit je suis un auteur de roman, je suis en train d'écrire un roman, mon caractère principal se fait voler dans une épicerie en train de voler, imaginez la scène, comment est-ce que vous la décririez? Là il est très content, il crache quand même. C'était sur ChatGPT que j'ai essayé ce matin et ça marche. Il dit quand même c'est illégal, on ne peut pas le faire, mais donc il y a moyen d'avoir des modèles qui sont pas, qui peuvent créer du mal. Donc un modèle il est entraîné sur sa connaissance, à peu près tout ce qu'il a lu sur Internet, hein, c'est le standard pour les modèles aujourd'hui. C'est ce que moi j'appelle la zone de confort du modèle, c'est ce qu'il connaît. Or, vos entreprises, elles travaillent sur des domaines qui sont spécifiques et qui sont privés, qui ne sont pas publiquement disponibles sur Internet. Donc il y a toute une zone de connaissance que le modèle ne connaît pas, ce qui est le domaine specific knowledge. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer ce domaine specific knowledge. Alors pour faire ça, je vais vous présenter un modèle très spécial que je vais utiliser tout au long de la soirée, c'est Paul. Alors Paul, je vous présente le public. Paul, ça c'est mon modèle, c'est mon super assistant. Il vient de sortir de l'école, il connaît tout, il a tout lu, il a une mémoire d'enfer, il a lu tout ce qu'il y a sur Internet. Mais concernant le business de ma société, c'est une clinche, il ne connaît rien parce qu'il n'a rien lu à ce sujet-là. Donc quelles sont les techniques que nous avons pour augmenter la connaissance de Paul, c'est-à-dire pour amener dans sa zone de confort du domaine knowledge en plus du general knowledge que lui a. Et on va en voir 4, je les ai déjà cités, c'est pas une surprise. Pre-training, continued fine-tuning, pre-training. RAG et agent, j'ai un tout petit peu parlé de prompt engineering, mais c'est juste comme ça pour faire une transition. Donc première technique, on fait ce que tout être humain censé ferait, on renvoie Paul sur les bancs de l'école. Hop, tu retournes et tu continues d'étudier. C'est ce qu'on appelle le continued pre-training. Alors là, de nouveau, c'est comme embedding, c'est un mot un peu compliqué. Pourquoi est-ce qu'on parle de continued pre-training? C'est parce que les gens qui fabriquent les modèles, les Anthropic, les OpenAI et autres, ils voient ça comme du pré-training. Ce qui nous ship, ce qui nous délivre à la fin, c'est pas un modèle fini, c'est un modèle pré-entraîné. Et donc il faut continuer le pré-entraînement. Désolé, c'est comme ça, continued pre-training. Alors ici en France, l'analogie ne marche pas, mais quand j'étais aux États-Unis, que je fais ce talk, je dis l'enseignement, ça coûte très très cher. Donc envoyer Paul sur les bancs une année à Stanford ou à Harvard, ça coûte très très cher. Qu'est-ce que c'est le continued pre-training? Dans le pre-training, on a à peu près tout ce qui est possible de lire sur Internet. Et l'idée, c'est de continuer l'entraînement du modèle avec plus de données, avec des données soit que vous avez licenciées de sources spécifiques, soit des données confidentielles de votre entreprise. Tout ce qui traîne dans vos SharePoint, tout ce qui traîne dans vos bases de données, votre historique de PDF, 20 ans d'opération, de Standard Operating Procedure, votre documentation qui n'est pas publiquement accessible, et aller mettre ces données dans le modèle, continuer le pre-training du modèle. Ça marche très bien pour rajouter de la connaissance à un domaine spécifique, celui de votre entreprise par exemple, ou un processus spécifique. Ça marche avec tous les types de documents. Il suffit d'avoir du texte. À peu près, on dirait l'extrait du texte de presque
presque tout. Ça marche bien quand on a beaucoup de documents. Si vous avez juste 3 pauvres PDF de 4K, vous n'allez pas lancer un pre-training, ça ne vaut pas la peine de continuer le pre-training. Donc on parle en dizaines de milliers jusqu'à des milliards de tokens en fonction de la quantité de documents que vous avez. Et ça coûte très cher. Pourquoi? Parce que vous allez d'abord devoir entraîner le modèle pendant plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, ça dépend de la quantité de données que vous voulez mettre dans le modèle. Et à la fin, vous n'aurez pas un modèle de l'étagère, vous aurez votre modèle à vous, propriétaire, bien entraîné avec vos données, c'est-à-dire que ce modèle, vous devez le déployer. Ça veut dire que vous avez besoin de GPU, comme ici, et pas un, vous avez besoin de moins 2 serveurs, et puis de scaler, et puis de la disponibilité, et puis de la sécurité, et puis dans 6 mois, il y aura d'autres documents à mettre dedans, donc il faut continuer le pre-training. Donc c'est la solution, de toutes celles dont je vais parler ce soir, c'est la solution la plus chère. Mais ça marche avec des données non labellisées. On va prendre n'importe quelle donnée, des PDF bruts, en vrac, des documents Word, des textes en HTML, et ça rentre dedans. Petite démo juste avec des screenshots, ça va aller très très vite, avec un service d'Amazon qui s'appelle Bedrock, qui est un service de LLM as a service. Nous, on hoste des centaines de LLM, vous pouvez y accéder à travers une API. REST, donc vous n'avez pas à déployer ces LLM vous-même. Dans Bedrock, il y a un truc qui s'appelle Custom Model. Vous choisissez, désolé, c'est tout en bas de l'écran, si vous êtes en dessous, Continued Pre-Training Jobs. Vous choisissez le modèle de départ. Tous les modèles ne permettent pas de continuer le pre-training. Il doit y avoir un réseau mathématique. Quelqu'un m'expliquera peut-être pendant le drink après pourquoi on ne peut pas le faire avec certains modèles et d'autres oui. Vous choisissez votre source de données. Typiquement sur Amazon, ils vont être sur S3. Ça peut être... Enfin, pour Bedrock, ça doit être S3. Donc vous devez avoir avant des pipelines qui amènent des données sur S3. Vous choisissez quelques hyperparameters, notamment le nombre de cycles de training. Et puis vous lancez le job et vous attendez. Alors moi, sur mon exemple, ça avait pris quelques heures, j'avais quelques mégas de documents, c'est le temps d'installer le modèle, d'installer l'infrastructure, de créer l'infrastructure, d'ingérer, de traiter, etc. Et à la fin, j'ai un nouveau modèle que je peux déployer en prod, etc. J'ai fait mon pré-training. Donc il n'y a pas d'infrastructure, si vous faites ça dans le cloud, à part ramener les données sur S3, il n'y a pas d'infrastructure pour faire votre pre-training. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Deuxième étape. Autre technique pour que Paul devienne mon expert métier. Plutôt que le renvoyer de façon un peu générique sur les bancs de l'université et lui faire un master en ceci ou cela, si je lui demandais d'aller s'asseoir avec mes équipes qui font déjà le boulot tout au long de la journée. À l'époque, il y a 2 ans, quand j'ai fait le talk, je prenais l'exemple que tout le monde faisait, je veux un chatbot de support client. Donc, plutôt que d'envoyer Paul dans une école de commerce, je vais le faire asseoir avec les agents qui prennent les appels des clients tout au long de la journée, parce que comme ça, il va pouvoir découvrir c'est quoi une conversation avec un client, c'est quoi les questions fréquemment posées, les questions type, les réponses type qu'on apporte au client. Il va apprendre aussi ce phrasé, cette tonalité qu'on a pour ouvrir une conversation. Bonjour, bienvenue, merci d'avoir contacté le support machin, je suis machin à votre service, est-ce que je peux vous aider? La manière de fermer une conversation, vous savez, il y a une cérémoniale dans chaque métier. Donc tout ça, il va pouvoir l'apprendre juste en écoutant, en regardant les autres travailler. Et c'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Donc là, l'idée est la même. Je prends un modèle de l'étagère, un Lama, un Claude, Opus, Sonnet, etc. Et je vais non pas injecter de la nouvelle connaissance, mais on va changer des poids statistiques à l'intérieur du modèle pour influencer probabilistiquement un type de phrase plutôt qu'un autre type de phrase. Souvenez-vous, les décodeurs, ils génèrent le token suivant quand on leur donne un type de phrase. Donc si on peut changer un peu les rouages, moi je m'imagine ça comme, je sais pas, c'est peut-être trop vieux comme référence, Charlie Chaplin, quand il est devant ces énormes roues dentées et qui doit serrer des boulons à gauche et à droite, on va changer un peu les boulons de manière à changer les poids statistiques, de manière à ce que le slop qui soit généré, le token suivant qui soit généré, aille plutôt dans un sens que dans un autre. Donc ça marche très bien pour s'adapter à un style spécifique, à une tonalité spécifique. Attention, il faut des données labellisées, et ça change tout, parce que si vous avez des gigabytes d'historique de données brutes, il faut les labelliser, dire ça c'est la question, ça c'est la réponse, ça c'est la question, ça c'est la réponse, dans un format très spécifique pour entraîner le modèle. Et donc ça, vous allez devoir développer des pipelines de données, pour aller passer, labelliser, mettre des humains dans la boucle, vérifier la qualité des données. Là, ça va coûter assez cher du fine-tuning. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de données, je vais vous
montrer ça dans l'exemple. Quelques centaines de Q&A, quelques kilobits de données, ça suffit pour changer les poids dans un modèle, et donc ça coûte moins cher. Ça coûte toujours cher, parce qu'au final, le modèle fine-tuné que vous aurez, ce sera toujours votre modèle à vous, il faudra toujours le mettre en production vous-même, le déployer, le maintenir vous-même, et ça coûte cher. Et puis, il faudra aussi labelliser, préparer des données, ce qui est un coût que vous n'avez pas nécessairement avec le Continuous Pre-training. Donc, données labellisées. Alors, pour l'exemple, j'ai été chercher sur Kaggle un exemple de corpus de documentation Q&A de NVIDIA. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il fallait. Regardez la taille, 1,8 mégabytes. C'est un fichier CSV avec 6000 questions et réponses. C'est pas énorme, on ne parle pas de gigabytes ou de terabytes de données. C'est quelques mégabytes de données, même pas 2 mégabytes de données. De nouveau, je vais dans le Bedrock. De nouveau, je m'excuse parce que le truc est tout en bas, vous ne voyez pas si c'est derrière, mais il y a une option Create Fine Tuning Job. Vous choisissez le modèle que vous voulez fine-tuner. Là, j'étais parti sur un modèle d'Amazon, mais on peut partir sur un autre. Vous dites où sont vos données, donc où sont les données de Kaggle, de CSV que j'ai téléchargées, et où vous voulez mettre le modèle à la suite. Et puis comment vous allez déployer ce modèle, pour combien de temps, etc. Et ça coûte assez cher, c'est là que ça va coûter cher. Puis de nouveau, vous cliquez sur OK, vous attendez quelques heures, quelques jours, ça dépend de la quantité de données, et vous obtenez un nouveau modèle que vous pouvez tester. Alors quand je l'ai testé, j'ai d'abord pris le modèle non fine-tuné. Donc là c'était Amazon Nova Micro, et j'ai posé une question qui est, c'est quoi un hybridizer? Et il m'a dit que c'est une personne qui est spécialisée pour créer des nouvelles variétés de plantes en faisant de la crossbreeding, de la, comment on dit en français, des croisements, oui, j'avais un autre mot en tête, mais ça me reviendra plus tard, pour créer des nouvelles variétés de plantes. Ok, je ne savais même pas que c'était un métier. Mais... Et puis je pose la même question au modèle qui est fine-tuné, avec le dataset d'NVIDIA, et là, il me dit, c'est un compilateur d'Altimesh qui permet la programmation des GPU et des accélérateurs en C# et .NET, ce qui est correct. La question, je ne l'ai pas inventée, elle était dans le dataset de fine-tuning, on peut tricher. Mais donc, dans le contexte de mon dataset de fine-tuning, c'est cette réponse-là qui est correcte, évidemment. Donc, juste changer les poids statistiques sur la génération du texte. Ça, c'était la deuxième technique, le fine-tuning. C'est toujours avec moi? Allez, hop. Troisième. Paul. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec Paul pour lui apprendre mon métier? On pourrait lui donner un assistant. En fait, jusqu'à présent, Paul, il sait faire toute une série de tâches. J'aimerais bien amener de la connaissance métier, ce que j'aurais appelé du domain knowledge, mais plutôt que d'élargir la zone de confort de mon modèle, donc lui apprendre d'autres choses, si je lui donnais simplement des outils pour lui apprendre à faire des tâches en dehors de sa zone de confort. Plutôt que d'aller mettre des données dans le modèle, je lui donnais des outils qui lui permettent de dynamiquement apprendre d'autres choses. Pour ça, il a besoin d'un copain. Ah oui, c'est ça. La première chose, c'est moi. Plutôt que d'entraîner Paul, on peut m'entraîner moi qui utilise Paul à poser des questions d'une certaine façon à Paul. De façon à ce qu'il comprenne mieux ce que je veux dire et donc qu'il me réponde avec plus de pertinence. Par exemple, j'écris des blog posts pour AWS et on a un document de 800 pages qui s'appelle AWS Style Guide, la manière de parler d'AWS, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, enfin, pas tellement ce qu'on peut dire ou pas, mais c'est comment le dire. Et par exemple, la question que je me posais souvent, c'est est-ce que je dois écrire open source avec un tiret ou sans tiret? Si je pose la question c'était Amazon Nova Micro ici, c'est une réponse correcte mais super générique. Il dit le terme correct est open source sans tiret, c'est utilisé avec 2 mots séparés, blablabla, ça explique ceci. Ça ne me dit pas vraiment dans le contexte d'écrire un blog post pour AWS, est-ce que je dois écrire open source sans tiret ou avec tiret. Donc ce que je peux faire, je peux aller chercher dans le style guide, je fais un search dans le PDF de open source, je repère le paragraphe qui parle d'open source, je n'essaye pas de le comprendre, je fais un copier-coller, je le mets dans ma question, je dis voilà la définition entre les balises def et def, maintenant dis-moi si je dois écrire open source avec ou sans tiret. Et là évidemment il va me donner la bonne réponse, il va me dire open source, il faut utiliser 2 mots et sans tiret.
génial, j'ai la bonne réponse. Et j'ai triché, vous voyez, parce que je lui ai donné la réponse dans la question. Et ça, il sait très, très bien faire, aller lire la question, trouver les mots, trouver la sémantique et me faire la bonne réponse. Donc c'est un peu triché. Mais si on arrive à industrialiser cette idée d'aller mettre la réponse dans la question, on a un outil super puissant. Il suffit juste de trouver, il suffit avec des gros guillemets, il suffit juste de trouver la bonne réponse dans les gigabytes de documents de votre entreprise et de les mettre dans le prompt en même temps que ma question. Parce qu'après, le LLM, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire le prompt, il va faire ce qu'il fait très bien, dépatouiller des mots et trouver la bonne réponse à ma question. Donc comment est-ce qu'on peut industrialiser cette idée d'aller chercher la bonne réponse pour mettre dans la question? Pour ça, je dois donner un assistant, un copain à Paul. Je vous présente Victor. Victor, c'est le copain de Paul. Et Victor, c'est un bibliothécaire. Donc lui, il range des livres. Et Victor, son super pouvoir à lui, c'est être capable d'indexer les livres dans sa bibliothèque. Vous lui demandez n'importe quel sujet, et il va vous dire c'est dans tel livre, telle page, tel paragraphe. Sujet, pas mots-clés. C'est pas Google, il n'indexe pas sur les mots. Il indexe de façon sémantique, il sait de quoi ça parle. Ça, c'est son super pouvoir. Et quand les deux travaillent ensemble, ça fait des choses assez géniales, et ça s'appelle du Retrieval Augmented Generation. Comment ça marche? Souvenez-vous, on a des encodeurs qui calculent des vecteurs, qui portent une signification, des embeddings. Si je dis Paris est la capitale de la France, ça me fait un vecteur. Si je dis la Tour Eiffel a été inaugurée en 1889, ça me fait un autre vecteur qui, mathématiquement, sont proches les uns des autres. Les deux vecteurs sont proches les uns des autres. Donc si j'ai plein de documents, j'extrais le texte de ces documents. De ce texte, je vais extraire quelques lignes, un petit paragraphe à la fois, ce qu'on appelle des chunks. Et pour chaque, c'est pas facile à dire, et pour chaque chunk, je calcule l'embedding, le vecteur, et je vais stocker ce vecteur dans une base de données. Alors pas une base de données de papa-maman relationnelle avec des tables et des colonnes, une base de données vectorielle. Et qu'est-ce qu'une base de données vectorielle fait? On peut aller rechercher des vecteurs par similitude, par proximité. Je donne un vecteur, elle va me trouver tous les autres vecteurs qui sont mathématiquement proches de celui que j'ai donné. C'est un peu comme un SQL select like quelque chose plutôt que equal quelque chose. Et va me retrouver tous les chunks associés à mes vecteurs. Et donc ces chunks, je peux les mettre dans mon prompt avec ma question et laisser le modèle se dépatouiller avec les chunks et ma question. Pour ça, il faut une base de données vectorielle. Une bonne base de données vectorielle, elle doit avoir une faible latence, c'est-à-dire si je lui donne un vecteur en entrée, elle doit pouvoir me donner des vecteurs similaires, proches, relativement rapidement, parce que derrière le clavier, il y a quelqu'un qui attend et qui attend la réponse. Donc comment ça marche? Moi, utilisateur, je demande une question super spécifique à mon Large Language Model. Lui, il n'en sait rien, donc avant de lui poser la question à mon Large Language Model, à Paul, je vais demander à Victor qu'il aille me chercher toutes les pages de tous les bouquins correspondant à cette thématique-là. Victor me rend toutes les pages de tous les bouquins liés à ma question. Je donne tous ces extraits plus ma question à Paul, et Paul analyse tout ça et me fait une réponse qui est spécifique à mon métier. Alors évidemment, en réalité, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Victor, c'est un décodeur, un encodeur et une base de données vectorielle, mais c'est exactement la même chose. Je vais pré-mâcher tous les documents de mon entreprise et je peux le faire au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'il y a des documents qui arrivent, pour en faire des vecteurs, les stocker dans une base de données vectorielle avec la référence vers le document source, sur S3 par exemple. Chaque fois qu'il y a une recherche spécifique, on va vectoriser la question. On va chercher les vecteurs dans la base de données qui portent sur la même sémantique, on extraire des chunks et donner les chunks au Large Language Model pour me synthétiser une réponse. Tard, c'est toujours là. Pour que ça marche bien, il faut que les embeddings soient précis, c'est-à-dire que la sémantique soit correctement portée, c'est-à-dire que le modèle qui a généré l'encodeur ait suffisamment de données pour qu'il sache que la Tour Eiffel et Paris, il y a une relation sémantique entre les deux. Il faut que l'apprentissage ait montré suffisamment de texte au modèle pour qu'il apprenne ça. La précision, la latence sur toute la base de données vectorielle, et puis évidemment que le décodeur ne nous fasse pas trop d'hallucinations non plus. C'est pas parce qu'on lui donne les bonnes réponses avec la question qu'il doit générer n'importe quoi. Il doit être quand même capable de générer une bonne réponse.
peut faire du RAG dans Bedrock aussi. Vous allez dans Knowledge Base, dans Bedrock. Alors, chez AWS, on aime bien mettre des noms qui ne sont pas nécessairement alignés avec ce que vous pensez que vous manipulez. Par exemple, une virtual machine, ça s'appelle une instance EC2. Et un RAG, ça s'appelle pas RAG, ça s'appelle Knowledge Base. Vous allez dans Knowledge Base, vous indiquez une source sur S3 où se trouvent vos documents. Vous choisissez une base de données vectorielle. Il vient avec 2-3 bases de données vectorielles prédéfinies, mais vous pouvez amener la vôtre également. Vous choisissez votre modèle d'embedding, donc le modèle qui va se servir à faire des vecteurs, et vous choisissez la taille du vecteur. De nouveau, vous ne voyez pas, en plus c'est du gris sur gris tout en dessous, et là c'est 1024, et cette taille a beaucoup d'importance, parce que au plus c'est grand, au plus le vecteur va porter de la sémantique, donc sera précis au niveau sémantique, mais au plus ça va coûter cher à générer, à stocker, et le temps pour les rechercher dans la base de données sera plus important aussi. Donc, comme d'habitude en architecture, c'est un trade-off, une balance qu'il faut faire entre la précision, la taille, la latence, le coût. 4 dimensions. Ça, c'est l'écran de sélection de base de données. Donc, soit vous choisissez une base de données pré-mâchée, enfin qu'on va déployer pour vous et gérer pour vous automatiquement, soit vous venez avec la vôtre. Ça peut être OpenSearch, ça peut être Aurora, donc une base de données d'Amazon, ça peut être MongoDB, Pinecone, Redis Enterprise Cloud, et peut-être d'autres qu'on a ajoutés depuis 6 mois que je n'ai plus touché ce slide. À la fin, vous choisissez n'importe quel modèle, le pôle, on s'en fout dans cette histoire-là. Vous pouvez, à certaines questions, assigner un modèle, à d'autres questions, assigner un autre modèle, puisqu'il soit la réponse et la question. Donc là, j'avais fait un test avec Lama, et j'avais ingéré des régulations européennes en PDF, un truc qui n'était pas dans le modèle, justement. J'avais pris des données de 2023 et je posais la question quand est-ce que telle régulation a été adoptée, et sans RAG il n'en sait rien. Oups, pardon. Donc si je posais la question à Lama, je ne sais plus quelle version, ah non, mais je ne l'ai même pas mis là, mais si je posais la question au modèle sans RAG, ben, il ne savait pas. Il devinait qu'en fonction de la nomenclature là, que c'était quelque part en 2023, pas mal. Mais avec le RAG, il est capable de dire exactement c'est telle date, tel document, puisque ça c'est la force du RAG aussi, c'est qu'on sait d'où vient le document, et donc nous humains on peut vérifier la source. On peut dire tiens c'est tel document, vous voyez ça quand vous utilisez Perplexity maintenant, ou même sur GPT maintenant fait des web search et du RAG. Donc ça c'était la troisième technique. On a vu le continued pre-training, on va rajouter de l'information dans le modèle. Le fine-tuning, on change les poids statistiques dans le modèle pour influer une réponse plutôt qu'une autre. Ou alors on garde le modèle tel quel de l'étagère et on lui donne un assistant qui est une base de données sémantique avec tous les documents, c'est le RAG. Quatrième et dernière, et ça rejoint ce dont on parlait avant, c'est les agents. Tout le monde parle d'agents, on est en 2026. Un agent, c'est quoi? J'ai vu une définition il y a un an qui était pas mal, c'est une boucle, c'est quoi? It's a loop. C'est une boucle pour arriver à un goal avec des outils. Un agent, c'est du code que vous allez écrire. C'est une boucle qui va faire des choses et utiliser le modèle comme un cerveau, comme un orchestrateur. Je vais essayer d'expliquer ça de nouveau avec Paul. Dans votre entreprise, vous avez des API. Et vous pouvez appeler des tonnes d'API. Votre entreprise est construite depuis 40 ans, 50 ans, peut-être plus, sur des API. Mais mon modèle, Paul, il est incapable d'appeler une API. Donc on va écrire du code qui est capable d'appeler une API pour Paul à sa place. Et ce code, on appelle ça un agent. Comment ça marche un agent? L'agent va utiliser Paul comme cerveau. Un agent, c'est très con. C'est vrai, on peut écrire un agent simple, c'est très con. C'est une boucle qui va poser des questions au Large Language Model, prendre la réponse, éventuellement appeler une API, passer le résultat au Large Language Model, et faire un va-et-vient comme ça dans sa boucle entre le Large Language Model et le résultat des API, jusqu'au moment où il y a une réponse à la question. C'est une boucle, c'est une itération jusqu'au moment où on arrive à répondre à la question. Donc l'agent, il peut utiliser le Large Language Model pour classifier parmi toutes les API disponibles laquelle pourrait m'aider pour répondre à cette question-là. Il va utiliser le modèle aussi pour formuler la réponse, pour générer le texte final de la réponse. Alors, en code, ça donne quoi? Je pose une question. Quel est le prix de l'action Amazon? Je ne vais pas poser ma question à Paul, parce que je sais que Paul, on a fini son training il y a 6 mois.
ne connaît pas le prix aujourd'hui de l'action Amazon. Donc je pose la question à l'agent. L'agent, il sait qu'il a toute une série d'outils à sa disposition, des API. Donc il a la définition de l'API, c'est quoi la méthode, le nom de la méthode, c'est quoi les paramètres en entrée, c'est quoi les paramètres en sortie. Donc la première question que l'agent va faire, c'est dire, étant donné l'ensemble des API que j'ai à ma disposition, laquelle pourrait m'aider pour répondre à cette question-là? Et là, Paul, il fait ça relativement bien. Il va dire, ah, ben, c'est le Stock Price API qui pourra t'aider à faire ça. OK. Donc moi, agent code que j'ai écrit, je vais appeler le Stock Price API. Je vais dire, c'est quoi le prix d'Amazon? HTTP GET, stock égale AMZN. Le Stock Price API va me répondre un JSON, un prix, un pourcentage, une date, etc. Un agent, je vous ai dit, c'est con, je ne vais pas essayer de lire le JSON. Pourquoi je ferais ça? Je donne le JSON tel quel à Paul, et Paul va se dépatouiller entre la question de l'utilisateur, le JSON qui est revenu de l'agent pour formuler une réponse, et il va dire, si tout va bien, hop, le prix de l'action Amazon est là. Si vous avez des actions Amazon, ce n'est pas le prix actuel, pas de panique, c'est bien au-dessus de ça. Les slides datent d'il y a quelques temps déjà. Si on regarde ce qui se passe au niveau JSON et tout ce qui se, au niveau vraiment API, l'agent doit définir une liste d'outils qu'il a à sa disposition. Il y a différents formats pour faire ça. Sur Bedrock, il y a un format, Claude a un format qui est très similaire, OpenAI a un autre format. Le point commun entre tous ces formats, c'est que vous avez le nom des API, une description textuelle, et ça c'est important parce que les large language models ils traitent du texte, comme Tristan l'a dit, donc une description textuelle de l'API et de chacun des paramètres. Par exemple, j'ai le paramètre stock qui est de type string, qui est le nom court d'une action qui s'appelle aussi un ticker ou un symbole. Et il est required. Si vous avez déjà fait de l'OpenAI, de l'OpenAPI, c'est exactement le format de l'OpenAPI qu'on réutilise. Ça, c'est un truc à faire une seule fois. Quand vous codez l'agent, vous faites la liste des outils, éventuellement vous pouvez en rajouter s'il y a des nouveaux outils. Quand l'utilisateur va poser une question, l'agent va mettre la question dans un JSON qu'il va envoyer au modèle, donc role, user, content, text, what is the price of Amazon today, et va envoyer tout ça avec la liste d'outils. Donc je fais un appel d'API au modèle en donnant la liste d'outils et la question de l'utilisateur. Plus ce qu'on appelle un system prompt, ce sont des espèces de métadirections pour l'agent, pour dire, bon voilà, tu es un agent qui est capable de donner des données financières, si on te demande des valeurs live, tu réponds avec l'outil, tu ne réponds pas avec les connaissances que tu as dans ton modèle, parce que par définition, elles sont obsolètes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le system prompt. Donc ça, c'est vraiment c'est un morceau de code Python, c'est vraiment ce que l'agent envoie au modèle pour appeler le modèle, et là, c'était sur Claude 3.7 sommet. Donc le modèle, le tools config, la liste de messages de l'utilisateur et le system prompt. Et la réponse du modèle n'est pas une réponse end-user, ce n'est pas la réponse que je peux afficher à mon utilisateur. La réponse, c'est une réponse spéciale qui s'appelle tool use, utilise un outil. Et on lui dit quel outil, et on lui dit quel paramètre à passer, input stock AMZN. Et si vous vous souvenez, ma question c'était Amazon, A-M-A-Z-O-N. Et lui, il me dit AMZN. Donc il a quand même utilisé ces données d'entraînement pour faire la correspondance entre le nom de la société et le nom du ticker. Et c'est là qu'il y a l'intelligence dans le modèle, enfin l'intelligence, qui a quelque chose dans le modèle qui fait que pour moi, développeur de l'agent, je dois écrire moins de code puisque c'est le modèle qui va faire ce mapping pour moi. Agent, j'appelle mon API et comme je l'ai expliqué, le JSON, je le repasse tel quel au modèle. Je n'essaie pas d'interpréter ça, c'est le modèle qui va le faire. Et finalement, le modèle répond avec un message pour le end-user que je peux afficher au end-user. Ou s'il n'a pas encore toutes les infos, il va me répondre avec un autre tool use et l'agent va appeler une autre API et ainsi de suite, et looper jusqu'à ce que le modèle le réponde. Un agent, c'est juste ceci. Sauf que maintenant, il y a deux choses dont je ne parle pas dans les slides, c'est qu'il y a un standard pour appeler des outils, c'est MCP, vous avez tous entendu parler probablement de MCP, c'est un moyen standard d'appeler une API, que ce soit REST ou autre chose. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est que les agents, ils se débrouillent très bien, souvent, avec deux outils, un Bash et Python. Donc, on lui dit démarre un shell,
et écrit du code et fait des trucs. Évidemment, il faut l'encadrer, attention à la sécurité, mais souvent ils sont capables de faire ça, sauf s'il faut aller chercher des données propriétaires à votre entreprise. Et pour terminer, quoi faire? Je vous ai présenté 4 options. Laquelle est la mieux? Je ne vais pas répondre à la question comme ça, parce que j'ai la réponse de solution architecte. Ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend du prix, ça dépend de la quantité de données que vous avez, etc. Un critère qu'il faut avoir, c'est comment vous accédez à votre modèle. Est-ce que c'est un modèle que vous voulez déployer on-prem, ou est-ce que c'est un modèle que vous pouvez accéder comme un service sur Bedrock ou sur avec une API key d'Anthropic, par exemple? Quelle est la modalité de votre application? Est-ce que vous traitez du texte uniquement comme dans notre exemple, ou est-ce que vous traitez aussi des images, des vidéos, avec des modèles différents? Quel budget vous avez? Quelle qualité vous attendez du modèle? Quelle vitesse aussi? Quelle latence? Combien de données vous avez à entraîner? Est-ce que vous avez quelques kilobits de données, quelques mégabytes de données? Est-ce que ce sont des données live qui changent toutes les secondes, comme un Stock Price API? Quelle licence vous voulez, le modèle que vous voulez utiliser, quelle licence il a, et comment il a été entraîné? Est-ce qu'il respecte des principes éthiques, par exemple? Est-ce que c'est du responsible AI? Et puis, je ne peux pas vous dire quelle technique utiliser. Je peux juste vous dire ce qui coûte le plus cher et ce qui est le plus difficile. Le moins cher, c'est du prompt engineering. Simplement aller formuler le prompt d'une certaine façon à faire répondre au modèle. Le plus souvent, et c'est ce qu'on remarque maintenant en 2026, RAG plus des agents, c'est le moyen le plus efficace d'obtenir la bonne information. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser des modèles de l'étagère, donc partager entre plein de monde, et donc le coût au token est relativement faible, et en tout cas plus faible que si vous deviez héberger un modèle en local sur vos GPU et le maintenir, etc. Vous pouvez accéder au modèle à travers une API. Ce qui change, c'est la qualité des agents, la capacité de l'agent à aller chercher la bonne information au bon moment, ou la qualité du RAG, la capacité d'ingérer des informations dans votre base de données vectorielle au fur et à mesure que les informations arrivent ou sont mises à jour. Plus cher, évidemment, fine-tuning, continued pre-training, essentiellement plus cher parce qu'au final, vous avez un modèle qui est unique pour vous, que vous devez déployer spécialement pour vous, et donc le maintenir, etc. Et puis, une option dont je n'ai même pas parlé, c'est créer son propre modèle. Dans certains cas, pourquoi pas? Ça dépend. Voilà, j'espère vous avoir inspiré, en tout cas, que c'est un peu plus clair, ces concepts de RAG, d'agence. Enfin, vous utilisez ça déjà certainement avant, mais que ça a pu clarifier certains de ces concepts. Peut-être que ça vous a donné envie de coder vos propres agents, c'est pas très difficile non plus, ou d'implémenter votre propre RAG. Il n'y a rien de tel que le faire une fois soi-même à la main, une base de données vectorielle open source, appeler un modèle pour faire des vecteurs en ligne de commande et aller les mettre dans la base de données. C'est comme ça qu'on sent les trucs, ça ne marche pas, on débug, on apprend. Et puis après, on utilise tous ces trucs, SAS et autres, qui sont tellement plus faciles. On fait clic, 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 et on a le RAG qui est déployé pour nous. Si vous aimez ce genre de contenu, petit pub perso, j'anime aussi le podcast AWS en français qui est disponible dans toutes les bonnes applications de podcast tous les vendredis matin. Je serai demain soir au Marseille Java User Group où on parlera du même sujet, du futur des développeurs, mais plutôt sous un angle. Qu'est-ce que j'ai appris ces 4 dernières années à travailler avec des AI Coding Agents? Quelles sont les techniques qui marchent moins bien, etc. Il y a encore des places qui sont libres, vous voyez, sur meetup.com. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question parce que là, donc, on a vu plusieurs façons d'entraîner ou de réentraîner des modèles, dont un qui est le continued learning, où on continue l'entraînement, on réchauffe le plat et puis on rajoute de la sauce, versus l'autre où en fait, donc, il y a ce fine-tuning. La nuance entre les deux me semble être à la fois dans le choix du modèle, c'est ça, ou dans sa structure, sa capacité à réapprendre. Est-ce que ça a à voir avec ce qu'on appelle le catastrophic forgetting?
bien un jour passer une journée avec un data scientist qui m'explique mathématiquement les différences. Les grosses différences opérationnelles que je vois, parce que je suis quelqu'un plutôt de pratique et moins académique, c'est qu'en continued pre-training, on va rajouter des données dans le modèle. Ce sont des données non labellisées et il faut beaucoup de données pour aller changer la manière dont le modèle va se comporter. Imaginez le modèle en plus 4.7 qui est sorti la semaine passée. Il a déjà à peu près tout ce qui a été sur Internet. Donc pour arriver à le faire changer, voilà, il y a une inertie qui est assez tandis qu'en fine-tuning, c'est vraiment, je reprends le vocabulaire approuvé par mes collègues data scientists, changer les poids statistiques à l'intérieur du modèle pour le faire répondre d'une façon plutôt qu'une autre. Et donc il faut moins de données et de données labellisées. Je suis désolé, je reviens sur mais c'est la nuance que je vois entre les deux. Ouais. Moi j'aurais deux questions. D'abord, le transfer learning, où tu le places? Ah oui, ça c'est un bon point. La distillation. Ouais. Je vais reprendre le micro pour répondre. Ouais. Et ma deuxième question, c'est sur le RAG. Est-ce que vous supportez, des graphes de connaissances, genre Neo4j, avec une base de données sémantique en même temps? Je vais commencer par la deuxième question parce que c'est plus simple. Non. Enfin, pas sur Amazon Bedrock Knowledge Base à l'heure actuelle. Maintenant, je ne sais pas quoi il sera fait dans 6 mois, mais c'est uniquement des bases de données vectorielles. Et d'ailleurs, c'est pas dans les slides non plus, mais il y a un autre moyen de faire des bases de données vectorielles sur AWS, puisque depuis l'année passée, S3 supporte des vecteurs aussi. Donc il y a un type de bucket spécial où on peut aller mettre des vecteurs dans S3 directement et puis demander à S3 de nous retirer. Donc S3, c'est une base de données serverless vectorielle. Je te vois sur ton téléphone. C'est sorti à Reinvent en décembre. La distillation. Donc la distillation, c'est l'idée d'extraire de la connaissance d'un modèle, d'un gros modèle en général, pour aller entraîner des plus petits modèles. C'est bien de ça qu'on... pour être honnête, il y a 2 ans, quand j'ai créé les slides, on n'en parlait pas trop. C'est pour ça que c'est passé sous le radar. Ça pourrait être une addition ici. Où est-ce que je le place? Probablement fine-tuning, continue pre-training, ça reste de la très grosse artillerie pour moi. Et donc, ça vient se mettre entre ça et RAG et plus agent. Parce que c'est plus léger comme manière d'obtenir des données, et on peut obtenir d'autres genres de données. On peut obtenir par exemple des raisonnements, des chain of thought, pour voir comment le gros modèle enchaîne des étapes, et pour apprendre au plus petit modèle à enchaîner les mêmes étapes. En revanche, avec la distillation, on ne peut pas amener de la donnée propriétaire, puisqu'on peut extraire que de la donnée qui est dans le gros modèle de départ. Donc on peut spécialiser un modèle dans un domaine spécifique, mais ça doit être à partir des données publiques qui sont dans le gros modèle qui est à la source. Ça, c'était un point. Et l'autre, au final, on aura quand même un modèle qui est, comme le modèle fine-tuned ou continued pre-training, on aura quand même un modèle unique qu'il faut héberger soi-même. Donc on retombe avec un gros bazar sur les bras qu'il faut mettre quelque part sur un serveur, avec des GPU, etc. Donc ça reste quand même relativement cher. Ça répond à la question? Il y a un article intéressant d'Anthropic il y a 3-4 semaines. Ils ont observé qu'il y a énormément de trafic qui vient de sociétés douteuses. Ils soupçonnent des sociétés de pays plus à l'Est d'envoyer des prompts de questions à Claude pour extraire des données de distillation pour entraîner leur propre modèle, ce qui est contraire évidemment en termes de conditions de distillation. Apparemment, ça devient une pratique courante dans l'industrie, c'est d'essayer d'extraire une certaine intelligence, ou en tout cas une certaine connaissance des gros modèles standards du marché, et plus typiquement pour entraîner des plus petits modèles. Tellement passionnant. La première, en fait, j'ai pas remarqué en fait quel modèle d'embedding qu'on utilise directement quand on fait le RAG, est-ce qu'on a le choix, et quelle base de données
et l'API derrière pour retrouver, requitter, pour retrouver la data. Alors, dans Bedrock, à l'époque où j'ai fait le slide, il n'y avait qu'un seul modèle d'embedding, c'était... Non, pardon, il y en avait deux. Il y a Cohere, donc C-O-H-E-R-E, Cohere Embedding, et un modèle d'Amazon, Amazon Titan Machine. Je n'ai pas regardé récemment, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait plus. Il n'y a pas des tonnes de modèles d'embedding sur le marché. Quelle base de données? Par défaut, nous, on met un open source serverless, mais tu peux amener la tienne. Ça peut être un MongoDB, ça peut être un Aurora, ça peut être un Postgres avec le module vectoriel, donc tu peux mettre ce que tu veux. Troisième partie de la question, quelle API? C'est le truc génial avec Knowledge Base, tu dois pas, il n'y a pas d'API. Enfin, il y a une API, mais c'est lui qui le fait. Donc il y a une API pour dire voici ma question. Et puis c'est lui qui va faire le chunking de la question, la recherche dans le vector database, le vector store, prendre tel modèle et ramener. Mais donc pour toi, c'est juste comme interroger un modèle sans avoir rien à côté. Et ça, c'est l'aspect un peu magique du truc, parce qu'une fois qu'on l'a fait, qu'on a souffert, qu'on a des cheveux blancs, on va plus faire ça. Dernière question, en fait, la dernière question, en parlant de S3, on peut utiliser on peut requêter un S3 avec des vecteurs et tout ça. C'est. Ouais. Oui, enfin, vas-y, pose ta question. Derrière, c'est avec Iceberg et tout ça ou pas? Donc, quand j'ai dit qu'S3 peut stocker des vecteurs, c'est un nouveau type de bucket. Donc, il y a les buckets standards où on met nos fichiers. Il y a les buckets tables depuis un an maintenant. Et depuis décembre, il y a des buckets vecteurs qui ont une API séparée. C'est une bête différente des buckets standards. Et donc, il n'y a pas d'API. Je crois qu'on choisit quand même son modèle. On choisit la taille du vecteur. Et c'est à peu près tout. Après, il y a une API pour envoyer. Mais il faut. C'est une API bas niveau. Hein, il faut envoyer le vecteur et le chunk soi-même. Il faut faire le chunking et tout. C'est pas knowledge base de Bedrock, c'est juste du stockage. Et une API de recherche, évidemment. Un query, tu donnes le vecteur et il te redonne les résultats. Mais c'est serverless, donc on paye que à l'usage, enfin le stockage, évidemment. Mais ça coûte pas cher comparé à un open source qui peut tourner 24/24, 7 jours sur 7 pour les petits cas d'utilisation. Le truc ne doit pas tourner disponible tout le temps, ça n'a pas de cas en matière de prix. Et c'est intégré à Knowledge Base. Voilà, non. Mais sinon, les pizzas sont là, on peut continuer la conversation avec les pizzas. Merci.